L'œuvre principale de Peter Zumthor, c'est le nouveau bâtiment abritant les thermes de Vals. L'architecte a utilisé le quartzite provenant des carrières locales et le béton pour en faire une véritable œuvre d'art. C'est un ouvrage qui appartient à l'histoire de l'architecture. 2 ans après son ouverture, la piscine a été classée monument historique. D'habitude, en Suisse, cela concerne des bâtiments de 200 ou de 300 ans. Ces termes ont une valeur très particulière pour nous. Le lieu est désormais dédié à un luxueux bien-être et à la redécouverte des joies et des rituels du bain. Le spa se compose de 7 piscines couvertes et découvertes dont la température s'échelonne entre 14 et 42 degrés. L'une d'elles a des senteurs de fleurs, une autre diffuse une musique rock produite à partir des pierres et qui traverse les murs. L'eau jaillit spontanément du sol. Petite visite au cœur du béton et du quartzite. C'est un lieu où l'on peut se ressourcer, savourer et prendre son temps pour découvrir un tas de choses. Il faut du temps pour cela, pour comprendre la philosophie des bains. C'est un peu comme si on lisait un poème. À la première lecture, on ne saisit pas tout. Puis quand on le relit 2 ou 3 fois, tout à coup on comprend tout. Et c'est alors une expérience magnifique, une rencontre avec un endroit naturel, presque mystique. Une véritable expérience sensorielle. On y reste tout le temps que l'on souhaite, de jour comme de nuit. Le jeu des lumières, l'opposition entre la clarté et l'obscurité, la vapeur qui se dégage des pierres, le son du bouillonnement de l'eau contribuent à la contemplation et au repos infini. Un lieu unique qui suscite fascination et envie de revenir. A vapore, quindi nasce giallo, negli anni 44 quando viene assorbito dalla ferrovia retica cambia livrea e quindi diventa verde e beige e poi successivamente diventa il famoso trenino rosso conosciuto in tutto il mondo. Quanta gente prende il trenino rosso ogni anno? Ma la gente in media è più o meno 1 milione di persone all'anno. E il trenino rosso quanto impiega da Tirano a St. Moritz? A Tirano St. Moritz impiega 2 ore e mezza più o meno. Sono 22 le fermate. Siamo a Brusio sullo spettacolare viadotto elicoidale in pietra, opera di ingegneria unico nel suo genere. Tra poco saremo a Miralago e poi a Poschiavo ai piedi del gruppo del Bernina. Mentre le montagne scorrono ne approfittiamo per parlare di un altro treno che comincerà a correre proprio oggi fra Napoli e Milano. Si chiama Italo ed è il modernissimo treno di NTV. Signori, si parte. A bordo innovazione e comfort. Parola di Luca Cordero di Montezemolo, presidente dell'NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori. Con Italo, l'esordio riservato ai media sulla Roma-Napoli, 460 posti, 11 carrozze, velocità massima 360 km/h. Sul treno ecosostenibile per le basse emissioni di gas a effetto serra non esistono classi ma ambienti di viaggio. La scommessa è tutta privata, sottolinea Montezemolo, annunciando che l'obiettivo è conquistare il 20% del mercato entro il 2014. Questa è la risposta con i fatti alla crescita. Investire, non chiedere soldi allo Stato, tutto privato e avere 3 cose eccezionali. Il miglior treno del mondo in termini, guardate, siamo a 300 km all'ora, parliamo regolarmente, non c'è vibrazione, questa è la cosa più importante, il treno. Guardate che finestrini grandi, non ci sono sbandamenti, è silenzioso,
è stato omologato per 360 km all'ora, quindi per lui andare a 300 è normale. L'80% dei turisti preferisce viaggiare in treno, aggiunge il presidente dell'NTV. Per sedurre questa fetta di mercato la società punta su servizi di qualità e di elevato livello tecnologico. Wi-Fi e TV satellitare in diretta gratis per tutti i viaggiatori, proiezione di film ad alta definizione nella carrozza cinema, ma si punta soprattutto sulla competitività dei prezzi. 3 gli ambienti di viaggio, Smart, Prima e Club. E 3 le offerte commerciali, Base, con la possibilità di effettuare cambi limitati e gratuiti, Economy, che consente un risparmio del 25-30% rispetto al biglietto base per gli ambienti Smart e Prima e una riduzione del 10% se si sceglie il Club. Low Cost, dedicata esclusivamente a chi viaggia in carrozze Smart, non consente cambi e rimborsi, ma propone uno sconto del 50% rispetto all'offerta base. Oggi si può scegliere. Quello che noi auspichiamo è che si apri la concorrenza sulle tratte regionali, sulle tratte inferiori, perché questo vuol dire migliore servizio, migliori prezzi e anche la possibilità di aprire nuove aziende, nuove imprese anche per i giovani e l'occupazione. Entro la fine dell'anno la flotta rossa dell'NTV conterà 25 treni Alstom e servirà anche le linee Salerno-Torino e Roma-Venezia. Treni veloci, anzi velocissimi, complessivamente la rete ferroviaria italiana è costituita da oltre 24.000 km, di cui 1.300 per l'alta velocità. La nostra linea veloce è la quarta in Europa dopo quelle di Spagna, Francia e Germania. E a proposito di Europa, colleghiamoci come al solito con Bruxelles, dove per noi c'è Dario Carella, che salutiamo. Buongiorno da Bruxelles per l'agenda europea di Prodotto Italia, un caro saluto a Giancarlo Zanella. Oggi ci troviamo qui a Bruxelles alla Gare du Midi, che è il terminal della capitale dell'Unione Europea per quanto riguarda le interconnessioni dei treni ad alta velocità e in futuro delle reti di trasporto transeuropee, le reti TEN verso il sud, l'est, l'ovest e il nord, appunto, dei 27 paesi dell'Unione Europea. Alle mie spalle, per esempio, vedete un Eurostar da Bruxelles al centro di Londra attraverso il tunnel sotto la Manica, e poi da qui i treni che vanno a Parigi, in Spagna e appunto nel sud estremo dell'Europa, ma da qui anche i treni che via Francoforte, Berlino vanno poi verso Minsk e verso Mosca, e naturalmente anche i treni che vanno verso il nord Europa, sempre attraverso le interconnessioni che si svolgono qui a nord delle Alpi. Ma vediamo nei particolari anche come si configureranno le reti ad alta velocità, le reti TEN, sentite un annuncio, nel prossimo decennio, nei prossimi 10 anni. Vediamo allora nei particolari. TEN è l'acronimo inglese di Trans-European Network. Le reti TEN sono state delineate dall'Unione Europea, dalla Commissione di Bruxelles negli anni 80 e poi approvate dal Consiglio Europeo di Essen del 1994. Entro il 2030 saranno realizzati 10 corridoi di trasporto prioritario intermodale. 4 interessano direttamente il nostro paese, sono il corridoio Baltico-Adriatico, quello Mediterraneo, l'Helsinki-Valletta, il Genova-Rotterdam. Il budget messo a disposizione dall'Unione Europea è quasi di 32 miliardi, verranno interconnessi 86 porti con ferrovie e autostrade, 37 aeroporti con collegamenti ferroviari nelle principali città, e ci saranno anche 35 progetti cosiddetti cross-border per ridurre i colli di bottiglia, cioè gli ingorghi che si formano sui punti di maggior traffico, anche su quello ferroviario. Le reti TEN, secondo la Commissione europea, rappresenteranno il cuore del sistema dei trasporti europeo in questo secolo. Ed è tutto anche questa settimana da Bruxelles con l'agenda europea di Prodotto Italia. La linea torna a Giancarlo Zanella. Adesso saliremo fino al punto più alto, toccato dalla ferrovia, dal trenino rosso, all'Ospizio Bernina, 2253 metri sotto l'imponente ghiacciaio. Abbiamo appena superato la stazione di Cavaglia, qui che cosa dovremmo vedere? Qui dovremo cominciare a vedere il ghiacciaio del Palù alla nostra destra.
E questa notte è nevicato, quindi le nuvole sono ancora basse e coprono la vista, quindi il paesaggio è ugualmente molto suggestivo e riserva sempre continuamente grandi emozioni. Più avanti, dopo Cavaglia e dopo il ghiacciaio del Palù, che forse purtroppo oggi non vedremo, che cosa dovremmo incontrare? Arriviamo alla stazione di Alpegrum, che è anche un ristorante e ha una bellissima terrazza panoramica sul ghiacciaio del Palù. Da lì, nelle giornate di sole, si gode di un panorama mozzafiato. Però certo che anche adesso che stiamo passando sopra questo viadotto, pur essendo in aprile, sembra di essere in pieno inverno e certo è comunque affascinante. Questo che viadotto è? Questo è il viadotto della Val di Pila. Stiamo per arrivare ad Alpegrum, questo è il lago? Questo è il lago del Palù e di fronte a noi avremo il ghiacciaio del Palù, oggi coperto dalla fitta nebbia. Siamo quasi arrivati all'Ospizio Bernina, qui siamo a che altezza? Qui saremo sui 2200 metri. Quello che vediamo di fronte a noi è una parte del lago Bianco che pian pianino comincia a sgelare. È un lago artificiale, è stato creato dall'unione di due laghi, uno dei quali si chiamava Lago Bianco e quindi il nome è rimasto, ed è il lago che dà anche l'acqua alla centrale del Palù sottostante. Siamo proprio in mezzo alle nuvole e qui siamo quasi a 2300 metri. Eccoci all'Ospizio Bernina, 2253 metri, il punto più alto che raggiunge il trenino rosso appunto del Bernina. Qui di fronte che cosa dovremmo vedere? Qui di fronte abbiamo il Cambrena e nella parte bassa il Lago Bianco. Poi un po' più avanti? Un po' più avanti avremo la linea spartiacque e subito dopo il Lago Nero. Questo è il cartello giallo che indica la linea spartiacque. Abbiamo le acque del Lago Bianco che vanno verso il fiume Adda e quindi si gettano nel mare Adriatico attraverso il fiume Po. Le acque del Lago Nero vanno verso Lin e si buttano nel Mar Nero. È anche una linea spartilingue in quanto abbiamo lasciato la Val Poschiavo di lingua italiana e siamo entrati nell'Engadina, veramente qui siamo nella Val Bernina e poi entreremo nell'Engadina dove si parla il romancio. Ecco, quello che vediamo è il ghiacciaio del Morteratsch, molto bello, bellissimo, e più in alto dovremmo vedere, abbiamo intravisto prima la vetta del Bernina. La cima del Bernina. Non manca molto, siamo quasi arrivati. Pontresina, Celerina, la piccola Milano ed ecco St. Moritz, la perla delle Alpi svizzere. Elegante ed esclusiva è qui che alla fine dell'Ottocento è nato il turismo invernale alpino. Non per niente molti la definiscono la Monte Carlo delle Alpi. Torniamo a Tirano e riavvolgiamo il film del nostro viaggio sperando che il tempo ci permetta la vista più suggestiva, lo spettacolo dei ghiacciai. Purtroppo il tempo non ci è stato molto amico e ci ha regalato solo qualche squarcio, ma il viaggio del trenino rosso è sempre affascinante. Si attraversano le Alpi come un secolo fa. È il momento di mettersi a tavola. Tirano e la Valtellina, come vedete, riservano golose e non poche sorprese. The appreciation of food and wine has always been at the center of life. On a hilltop in the Chianti region, this 10th century farm building is home to a family-run trattoria. Here, the Pratellesi family prepares a typical lunchtime menu. They use only the freshest local produce, from farmyard to the table in a matter of hours. Perché mi piace mangiare bene. I like to eat well, so of course I like to cook well. A typical meal in Italy is served in 3 courses.
Fiorella's antipasto is famous. All this food is made in Tuscany. We've got salami, onions, olives, and mushrooms. The next course is pasta, served in a variety of different sauces. The second course in Fiorella's kitchen is a choice between Tuscan steak or wood-fired chicken. We don't follow recipes. They're all improvised. Cooking is a real passion for us, and that's what makes our food so good. Sometimes our customers even give us a round of applause. In a fitness and health-conscious world, a revolution is overtaking the kitchen as well. In the French Alps, a radical chef is storming the ultimate Bastille of French culture, cuisine. In a kitchen that resembles a laboratory, the man some consider the world's finest chef is taking French menus where none have gone before. This is Marc Veyrat. And this is virtual spaghetti. He creates it without flour or eggs. Instead, he uses an intense puree of shallots and watercress. What's fantastic is that by using less animal fat, I develop flavors more fully, using less butter, less cream. All these flavors, these vegetables, are more powerful when you don't use fat. French cuisine is very traditional, very conservative, just like French people. I've got the cast of mind which wants to shake things up a bit, to show that we can drag French cuisine into the 21st century. Marc Veyrat's meteoric rise to the top is legendary. Raised on a small alpine farm, his maverick attitude got him kicked out of the top cooking schools, so he taught himself, and now is one of only 3 chefs to receive French cuisine's highest accolade, 3 Michelin stars for each of his 2 restaurants. Here, at La Ferme de Mon Père, my father's farm, patrons and livestock share the dining room. And the surprises don't end there. This is no raw egg. It's been cooked for 9 hours at 134 degrees. Only the yolk remains. Marc then cocoons the yolk in corn flour paste, which he dunks in a solution that sets the flour. In its new shell, voila. It's an egg again, sort of. He serves it with a jab of wild cumin. Diners wait up to a year for a reservation here. And a meal for 2 can cost nearly $1,000 without wine. A restaurant should surprise when it costs a certain amount of money. It should leave you with an unforgettable memory. This is Marc's take on an American classic, soda pop. A low-calorie herb infusion flavored with licorice, harvested from woods behind his restaurant. A place where Marc finds many of his secret ingredients. Qui apparaissent aussi. Alors il y a 2 grands hommes qui n'étaient pas ingénieurs, mais dont on doit parler ici aussi tout spécifiquement dans ce mondanéum qui nous accueille. C'est celui qui est là, Paul Otlet, et son compère Henri Lafontaine. Ils ont créé tous les 2, je le disais tout à l'heure, cette espèce d'ambition folle de cataloguer tous les savoirs du monde. Qu'est-ce qui se cache dans ces fichiers qui sont là? Eh bien, il se cache des fiches bibliographiques. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche bibliographique? Ça comporte un nom d'auteur, le nom d'un ouvrage ou d'un article, la revue dans laquelle c'était publié ou le lieu d'édition, la date. C'est cela, une fiche bibliographique. Et donc, ils ont conçu ce système de bibliographie, c'est-à-dire d'accumulation de fiches qui, ordonnancées, bien conçues, permettaient d'accumuler du savoir et de créer en fait des réseaux.
Le principe, on se posait quelques questions que ce soit sur quoi que ce soit dans le monde, on voulait savoir ce qui avait été dit, écrit sur telle ou telle chose. On contactait le Mondanéum et on était au courant de tout ce qui avait été publié. Otley, l'inventeur aussi de ce qu'on appelle la classification décimale universelle. Qui a été utilisée dans toutes les bibliothèques. Dans toutes les bibliothèques du monde, et qui l'est encore. Oui. Chaque partie du savoir portait un numéro, portait un indice. Oui. L'historien que je suis vous dira, on sait bien que dans les bibliothèques, toutes les cotes des livres d'histoire commencent par 9. Voilà. Et puis, vous pouvez ajouter autant de chiffres que vous voulez. Il y a des notes, il y a des cotes qui sont extrêmement longues parce que vous pouvez raffiner, faire des sous-sections de sous-sections avec des spécialisations. Par Otley. Et ça, c'est inventé par Otley. L'Internet de papier, c'est vrai qu'on pourrait se dire compiler tous les savoirs comme ça et y avoir accès. C'est un petit peu ce que Wikipédia, ce que Google permettent aujourd'hui. Et Otley, La Fontaine avait même imaginé qu'avec un bon vieux téléphone, on puisse appeler de n'importe où dans le monde le Mondanéum pour être informé de ce que l'on connaissait de telle ou telle chose. Il y avait une créativité chez eux qui était exceptionnelle, en particulier chez Otley, qui était un grand collectionneur parce qu'il a collectionné un exemplaire de tous les journaux du monde entier, des photos, des microfilms, des cartes postales. Il voulait véritablement que dans un lieu soient rassemblés tous les éléments qui pouvaient être utiles à la communication et à la compréhension. C'était titanesque. Titanesque. Je serais que des millions de fiches avec une ambition, cataloguer tout. Absolument tous les savoirs du monde. On y reviendra dans un instant, on expliquera un peu plus largement ce que c'est que ce Mondanéum avec mon invité dans un instant. Bonsoir Hervé Asquin. Bonsoir. Historien et secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique. Hervé Asquin, dans les deux reportages que l'on vient de voir, c'est le savoir, c'est la connaissance qui est le rêve, qui est omniprésent. Un peu comme si dans ce 19e siècle, on avait la conscience que le savoir, c'est une chose précieuse. Mais le savoir aide à la maîtrise du monde et de l'environnement. Je veux dire, c'est une conviction qui est surtout née au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le siècle des Lumières. C'est à ce moment-là aussi que naît l'idéologie du progrès. Et le progrès et la croyance au progrès a tout de même été le moteur du développement de nos sociétés, de nos civilisations. Je dirais que ça l'est encore, même si on a tendance à vouloir parfois remettre en cause une certaine conception du progrès. Et donc, il y a une croyance fermement ancrée, tout particulièrement dans les milieux libéraux, socialistes, laïcs, en franc-maçonnerie, que l'émancipation de l'homme passe par l'accumulation du savoir, par la culture. C'est ça qui va le rendre libre, qui va lui permettre de juger en autonomie. C'est important. C'est aussi le savoir qui lui permet de maîtriser une société qui devient de plus en plus technique, qui se complique, entre guillemets. Mais il y a une volonté de maîtriser la nature, mais de maîtriser la nature au profit de l'homme. C'est-à-dire qu'avec la science, par exemple, on va perfectionner les industries, le commerce, l'agriculture, et tout cela pour le plus grand bien-être de l'humanité et de l'homme. Voilà. C'est une conviction qui est véritablement ancrée dans tous les esprits, et les personnalités exceptionnelles qu'on vient de voir à propos de Marimond, du devenir de Charleroi, étaient directement ancré dans cette conviction. Voilà, le savoir qui libère, le savoir qui enrichit, et pas seulement intellectuellement, évidemment. Cela dit... Il y a quelques années, Caroline a restauré les dorures de la chapelle du château d'Aigremont, près de Flémal, sous la direction de l'architecte Paul Hauteclerc. Le château a été construit par le chanoine Matthias Clercx en 1715. Il n'a pratiquement pas changé depuis. Le parc, il est tout à fait exceptionnel. Hein. Oui, rappelle-moi, c'est sur les plans d'Avilé, c'est ça hein? L'ensemble du plan est dessiné d'après les plans de Davilé. Et en plus, il a un côté... Tout est sur le plan de Davilé. Hein. Ouais. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'il est complètement conçu comme une forteresse militaire, en fait. Le château de Matthias Clercx est une résidence secondaire, une bâtisse de plaisir. Mais elle est enfermée dans de hauts murs. On y trouve encore des pavillons qui permettaient de tirer sur l'ennemi et des meurtrières. Le chanoine Matthias se barricadait derrière de lourdes portes en bois. C'est clair, il avait peur.
Et il faut savoir qu'au début du XVIIIe siècle, c'était vraiment une période de grande insécurité. C'était les guerres de succession de Louis XIV, c'était tout ça. Et l'endroit est très isolé, il y a beaucoup de brigandage. Et donc Mathias se protège. Il fera la même chose à l'intérieur de la maison, où il s'enferme complètement. Avec le verrou, oui. C'est ça. À chaque porte. C'est une perspective verticale, hein. Vraiment comme on en a d'autres dans certains châteaux. À Léoalef, il y en a une aussi. Une perspective comme celle-là aussi, avec des oiseaux en tous les cas. Dans une cage d'escalier, dans le hall d'entrée? Dans la cage d'escalier, oui. Mais ce qui est magnifique ici aussi, c'est les faux marbres. Il y a vraiment plusieurs mains dans la composition de l'ensemble. Ce sont plutôt des marbres un peu archaïques, non? C'est pas comme ça qu'on les appelle. On peut, oui. C'est très beau, les mouvements sont magnifiques. Là. C'est mouvement de matière et de profondeur dans la matière qui est vraiment très belle. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même étonnant pour un chanoine de faire un décor aussi majestueux. C'est sa grande maison de campagne, c'est ce qui est l'aboutissement de son élévation sociale, c'est ce qui représente son élévation au sein de la société, puisque la famille est finalement à l'origine une famille de marchands de tissus, puis de banquiers, et puis il arrive au conseil privé du prince, donc c'est l'élévation complète, et donc c'est l'apothéose de la famille. La peinture murale à Aigremont s'étend sur toute la surface des murs et des plafonds. Ces ruines sont celles de l'ancienne abbaye Saint-Bertin et elles sont emblématiques, symboliques et fondatrices de la ville dans laquelle nous nous trouvons et du pays qu'elle commande, Saint-Omer. Alors tout cela nous ramène à l'époque du bon roi Dagobert qui envoie 4 moines évangéliser le nord, dont Bertin et dont Audemars, ou Omer, qui deviendra évêque de Thérouanne. Saint-Omer, c'est une ville qui a beaucoup à témoigner à travers l'histoire. On retrouve ça dans son cœur historique, dans son patrimoine. Elle fut flandrienne, elle ne redevint française qu'en 1678 par le traité de Nimègue. Nous sommes ici dans ce qui est aujourd'hui le département du Pas-de-Calais, dans la grande région Nord-Pas-de-Calais, à 40 km des frontières de la Belgique et à la même portée de la côte d'Opale, avec des curiosités naturelles comme le marais audomarois que nous découvrirons. En réalité, Saint-Omer, le pays de Saint-Omer, c'est réellement de l'exotisme à 2 heures de voiture de Bruxelles. Une découverte signée Christophe Stefanski. Notre visite commence tout naturellement par la ville de Saint-Omer, ville d'art et d'histoire. C'est une ville qui porte le nom d'un personnage, Omer, qui est devenu un saint et qui était à l'origine un évêque nommé par le roi Dagobert au 7e siècle et qui a donc fondé une première chapelle qui deviendra la collégiale puis la cathédrale sur le point le plus haut de la ville, et de l'autre côté un monastère, l'abbaye Saint-Bertin, au pied du marais. De cette fondation religieuse, on est passé rapidement autour de l'an 1000 à une première ville avec un premier noyau urbain, un premier château, une première place de marché également. Et la ville s'est très très vite développée pour devenir vers 1300 l'une des plus grandes villes d'Occident, l'une des 10 plus grandes villes d'Occident, avec le développement du commerce, de ces places de marché autour du drap, de la fabrication du drap. C'était l'une des 7 grandes villes drapières de Flandre, Saint-Omer. Et donc c'est une place de commerce aussi pour le vin, très importante au Moyen-Âge, et pour la bière également, qui est toujours connue aujourd'hui, et également toutes les productions qui venaient du marais ou de la côte, comme le poisson du marais, poisson de la côte, et également les légumes évidemment du marais audomarois. La ville a reçu en 1997 le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, qui est un label national décerné par le ministère de la Culture pour les villes qui valorisent leur patrimoine, évidemment qui possèdent aussi un très riche patrimoine. Alors à Saint-Omer, c'est vrai que c'est un patrimoine ancien qui est composé c'est à la fois un patrimoine religieux avec notamment la cathédrale ancienne collégiale, c'est un patrimoine
militaire, avec notamment les différentes casernes, les anciennes fortifications qu'on peut voir dans le jardin public. Forêt, un univers de fromage. Et nous allons partir en voyage pour l'autre pays du fromage. La France, la Suisse, l'Italie, non pas du tout. Les Pays-Bas, dans la région de Gouda, les polders de Beemster, au patrimoine de l'UNESCO, et la petite ville d'Alkmaar. Les Pays-Bas, un peu plus de 16 millions d'habitants. Un curieux royaume dont l'altitude moyenne est une des plus basses au monde et dont le quart du territoire se trouve sous le niveau de la mer. Des images de cartes postales, une architecture qui évoque encore Rembrandt et Vermeer. Des grasses prairies, des riants polders, la mer et les canaux. Et des vaches bien sûr, leur lait et du fromage. L'une des manifestations les plus populaires liées au fromage se déroule à Alkmaar, dans la province de Frise occidentale. C'est le marché au fromage à l'ancienne que l'on vient photographier du monde entier. Il a lieu en matinée du 1er vendredi d'avril au 1er vendredi de septembre. Les fromages y sont portés sur des brancards et amenés au pas de course au poids public où officie le tasman qui détermine le prix en fonction de différents critères. À plus de 15 € par kilo, le Gouda, c'est du sérieux. 20 jaar langer bij, 20 jaar. En luister goed, je weet het nog steeds niet. 20 jaar langer, kom. Ja, maar ga er maar weer, daar moet je. Je valt me vandaag erg tegen. Ik dacht zo gesprek. We zijn nog geen nagaan, we moeten nog beginnen. Le marché d'Alkmaar accueille également des personnalités néerlandaises et internationales. Parmi celles-ci, le joli minois de Marit van Bohemen, actrice, comédienne pour le théâtre et la télévision, où elle anime également des émissions. Marit est originaire de cette région de Hollande septentrionale. Pour En Voyage, elle sera un guide de charme que Guy se réjouit d'accueillir. Hallo Marit, u woont hier in Noord-Holland? Ja. Dus u kent de kaasmarkt goed? Ja, zeker. Ja, sinds mijn jeugd. En de kaasmarkt bestaat al eigenlijk sinds 1593, wordt die hier gehouden. Wat er hier gebeurt is dat de kazen worden hier naartoe gebracht. Ze worden hier gekeurd door de keurmeesters. Die zie je lopen met die boren. Die halen er stukjes kaas uit. Daar ruiken ze aan, dat verkruimelen ze tussen hun vingers. En dat proeven ze, omdat ze het juiste vetgehalte willen beoordelen en hoe vochtig de kaas is. Dus die zijn, en deze mannen die dragen de berries. Ja. De berries, dat zijn die houten dingen waar ze mee lopen met z'n tweeën. Die berries zelf alleen al wegen zo'n 25 kilo. En dan hebben ze ook nog eens zo'n aantal kazen erop liggen dat ze bij elkaar zo'n 125 kilo aan het dragen zijn. Sure. Nou, die kazen werden op die manier eigenlijk aan wal gebracht en naar het gedeelte gebracht waar ze ook gewogen worden. En zo kunnen ze op een gegeven moment ook de prijs gaan bepalen van de kaas. En dan werd die hier ook weer verhandeld. Eet u kaas dagelijks? Ja. Ja? Ja. Ik ben een echt kaasmeisje. Zonder twijfel? Ja, zonder twijfel. Ja. Ja. Waarom is het zo goed? Kaas? Nou ja, ik ben heel dol op kaas, omdat het heeft iets echt Hollands, iets ambachtelijks. En dat vind ik er heel leuk aan. Je hebt kaas in allerlei smaken en het is een heel proces om het te maken, sowieso. En ik vind het gewoon erg lekker. Dat is het. En mijn hele gezin eet kaas en ik ben ermee opgegroeid. Kunnen we misschien proberen? Ja, dat denk ik wel. Dat kan ik wel eventjes voor je regelen, geen probleem. Kom. Hallo. Hallo. Mogen wij met u een stukje kaas proeven? Ja, dat mag. Deze naar de mensen toe. Met de oogjes naar de mensen toe. Even kijken wat hij doet. Ja. Mooi voor. Nou, kijk eens aan. Guy? Proeft u maar. Bedankt. Ja, maar... Dat heeft natuurlijk alles te doen met ervaring, met de aanvang, zonder zich bekleden. En? Oh, kom maar. Nog een stukje? Ja. Lekker. Lekker, hè? Ja, ja. Is dit een... dit is een jongen? Nou, het is al licht belegen, hoor. Ja? Licht belegen, ja. Heerlijk. Het is een lekkere kaas.
Ja. De cameraman die mag nog niet proeven, want hij heeft zijn handen vol. Ja. Hij is heerlijk. Hij is goed, hij ziet er ook mooi uit. Hij heeft mooie oogjes. Ja, mag ik eens kijken? Dat noemen we dus ogen, hè? Kunt u hem even optillen? Kijk, dat is de doorsnede van hele mooie ronde openingen. Ja. En zo hoort het eigenlijk te zijn altijd. Dat is de ideale ogenvorming. En waarom is dat zo? Wat zegt dat dan? Nou, dat zegt dus dat de rijping over het algemeen goed is geweest. De bewerking is goed geweest. En je krijgt dus een lichte gasvorming, mooi verdeeld over de kaas. Dus het is eigenlijk bijna een ideaal plaatje. Ja. Dans le monde, et ça existe. U bent de kaasvader. Ja. Enkele woorden over de kaasvader. Het is heel belangrijk hier in Alkmaar, in Kaasmarkt. Ja, zeker. Het is een van Alkmaars grootste bekendheid wereldwijd. Dus dat is erg leuk. Het is een heel oud corporatie. Ja. Het gilde is voor het eerst bekend geworden in de papieren in 1593. En vermoedelijk daarvoor was er al jaren kaasmarkt. En hoeveel leden vandaag? We hebben 31 leden in het gilde. Aha. En waarom verschillende kleuren? Dat is om de markt in te delen. Ah, ja. U begrijpt, als er vaak meer dan 10 keer zoveel kaas als nu, dus zo'n 300.000 kilo kaas. En dat wordt gebracht door 50, 60 verschillende boeren en 20 handelaren. Dan weet niemand meer hoe het in elkaar zit. Die kleuren zijn er dan voor dat iedereen weet dat zijn kaas bij het rode of zowel bij het geel is om herkenning op zijn eigen kaas weer terug te vinden. Ik heb begrepen. Mais les brancards portent et transportent, le kaasvader vient nous le dire, essentiellement des fromages, mais pas que des fromages. Le Liban, dont le nom évoque le blanc, le lait qui ourle ses plus hauts sommets, ne se limite pas à Beyrouth, que nous avons déjà découverte, sa capitale, que du contraire. On pourrait dire que c'est une succession de pays à travers ce plus petit pays du Proche-Orient, un peu plus de 10 000 km², coincé, ou qui respire plus exactement, entre mer, 220 km de littoral, et montagne, des sommets qui dépassent les 3000 mètres. Le Liban, c'est une histoire longue, souvent difficile, des frontières fragiles et une cohabitation confessionnelle, pluriconfessionnelle, qui a montré ses limites, mais qui sans cesse renaît de ses cendres. Découvrir le Liban, parler de tourisme dans un pays longtemps en guerre. Est-ce une utopie ou une réalité? Pays meurtri ou nouvel Eldorado? Une fois qu'on découvre le Liban, c'est vraiment un pays qui est à multifacette. Vous avez la mer, vous avez la montagne. L'hiver, vous pouvez faire du ski. Vous pouvez faire du ski le matin et manger au bord de la mer en bras de chemise à 2 h de l'après-midi le même jour. Donc c'est vraiment un pays qui attire, qui est fascinant. Durant l'été, les hôtels sont pleins, mais les maisons aussi. Et moi, je dis que dans chaque maison, il y a une famille. Il y a une famille qui vient passer l'été ou bien passer les vacances. Des amis, non pas simplement des familles, mais des amis. On reçoit beaucoup d'amis chez nous. Et puis ceci aussi, ça se voit dans les rues. Un chauffeur de taxi, n'importe qui à qui vous demandez une information, il vous la donnera volontiers et il en parlera. C'est à 40 km au nord de Beyrouth, à Jbaïl, Byblos, que nous commençons notre voyage sur le territoire libanais. Sur le promontoire de son château pour embrasser tout à la fois le paysage et l'histoire. Partout au Liban, on trébuche véritablement dans l'histoire. C'est le cas ici à Byblos, car Byblos est au Liban, une des plus vieilles cités au monde, plusieurs millénaires. Les Phéniciens se sont établis ici les premiers. Ça signifie quoi? Ça signifie, les Phéniciens, c'est le commerce, c'est la culture qui passe notamment par la création de ce que l'on croit être le premier alphabet, la première orthographe. Et Byblos bénéficie de ce fort courant pour dominer sur la Méditerranée, sur
l'Orient, quasiment sur le monde entier. L'histoire se poursuit avec les Grecs, les Romains et les croisés. On peut encore voir aujourd'hui les restes du château de l'époque des croisades, 4 siècles de domination ottomane. Et aujourd'hui, Byblos pratique encore la mer, mais pour les touristes et un peu de pêche. C'est un petit port dans lequel il fait agréable se promener. Byblos, que les croisés appelèrent Giblette, existait déjà au 4e millénaire avant notre ère. Les croisés vinrent asseoir leur château sur des fondations phéniciennes et romaines. De pur style château-fort roman, il est constitué d'un haut et massif donjon rectangulaire situé au milieu d'une cour. Les Libanais aiment venir s'y promener au coucher du soleil. Nous descendons dans le sud Liban, à 48 km de Beyrouth, vers Sidon, ou Saïda en arabe. Son nom signifie pêcherie. La ville fut construite sur un promontoire s'avançant dans la mer. Son port était alors le plus grand de Phénicie. C'est sur la plage de Sidon, selon la mythologie grecque, que Zeus enleva Europe, fille du roi de Tyr en Phénicie. Troisième plus grande ville du Liban, son souk est aussi l'un des plus animés. Au milieu du dédale des rues et des petits commerces encore traditionnels, se loge presque caché le centre de l'activité commerciale de Saïda jusqu'au 19e siècle. Le Khan El Franj, ou la Maison des Français, un remarquable caravansérail, sorte d'établissement hôtelier construit par les Turcs au XVIIe siècle pour accueillir les marchands, leurs biens et leurs chameaux. Tour à tour résidence du consul de France, des pères franciscains, puis orphelinat, il est aujourd'hui le centre culturel français. Nous quittons la région côtière pour reprendre la route vers l'intérieur du pays et la région montagneuse du Chouf, située au cœur historique du Mont Liban. Des paysages de grande beauté faits de collines et de vallées. Les jours de forte chaleur, les Libanais trouvent un peu de quiétude au bord de la rivière d'Amour, où les eaux se jettent dans des bassins naturels. Les familles de cette région sont de confession musulmane druze. Leur fief le plus prestigieux est Bétédine, qui doit sa renommée à son palais, celui de l'émir Bachir II, construit en 1804.